Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un petit résumé sur les transformateurs monophasés. Ce qu'il faut retenir dans ce cours, c'est la définition d'un transformateur monophasé, le rôle et le principe de fonctionnement. En deuxième point, il faut connaître la différence entre un transformateur parfait et un transformateur réel. En troisième point, le schéma équivalent des transformateurs réels. Ça va dessiner. En quatrième point, savoir ce que c'est l'essai à vide. Donc, ce qui permettra de déterminer certaines grandeurs, telles que le RF, le ISM et puis les PET fer. L'essai aussi en court-circuit, ce qui va nous permettre de déterminer quelques grandeurs. En petit 6, essai en charge. Et puis le calcul de rendement. Ce sont les points essentiels qu'il faut retenir dans ce cours. Passons au premier point, la définition. Qu'est-ce qu'un transformateur? Un transformateur, c'est un dispositif électrotechnique qui permet de faire passer de l'énergie électrique des bobinages à un autre par couplage magnétique. C'est-à-dire, on fait un couplage magnétique qui va nous permettre de faire passer de l'énergie d'un bobinage à un autre. C'est aussi une machine électrique entièrement statique. Quand on dit une machine statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces en mouvement. Il faut savoir qu'il y a deux types de machines, des machines statiques et des machines tournantes. Les machines tournantes, eux, ils permettent la conversion de l'énergie électrique en travail ou en énergie mécanique. Alors ici, on dit que les transformateurs sont des machines statiques, pas de pièces en mouvement, qui permettent en alternative la conversion et la modification des grandeurs de tension courant sans changer leur fréquence. Donc, un point très intéressant à ne pas oublier, c'est que la fréquence ne change pas. Mais la tension et le courant peuvent augmenter ou diminuer. Maintenant, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de modifier les amplitudes des grandeurs électriques. Ils permettent des signaux, ils transforment les signaux de tension et de courant de fréquence donnée en signaux de même fréquence, mais de valeurs efficaces différentes. L'une des particularités du transformateur, c'est qu'il a un rendement souvent proche de 100%. Passons au point suivant, le principe de fonctionnement. Comment fonctionne un transformateur? Ici, vous avez le circuit primaire, le circuit secondaire. Ici, vous avez les enroulements secondaires, l'enroulement primaire, la tension V1, la tension V2, et puis le courant I1. Ici, vous voyez que l'enroulement primaire est soumis à une tension sinusoïdale. Il est donc traversé par un courant sinusoïdal. Ce courant sinusoïdal il donne naissance à travers le circuit magnétique. Le circuit magnétique, un flux sinusoïdal. Donc, on aura un flux dans ce sens. Le flux. Le flux sinusoïdal. Ce flux engendre alors un flux électromotrice induite E1 dans la bobine primaire, dans l'enroulement primaire, et E2 dans l'enroulement secondaire. Au niveau des bornes du secondaire apparaît alors une tension sinusoïdale U2, différent bien sûr de la tension U1. Maintenant ici, lorsque nous avons le V2 supérieur à V1, alors le transformateur est dit élévateur. Transformateur est dit élévateur. Si le V2 est inférieur à V1, le transformateur est dit abaisseur de tension. Mais si V2 égale à V1, alors le transformateur est dit isolateur. Voilà.
Maintenant, quelle est la différence entre un transformateur parfait et un transformateur réel? Donc, au niveau du transformateur parfait, nous n'avons pas de perte magnétique. Les pertes à effet du jour sont négligées. Et puis également, nous avons le rapport petit m, le rapport de transformation, qui fait le U2 sur le U1, le U2 sur le U1, le nombre de SPI au secondaire divisé par le nombre de SPI au primaire, encore égal à I1 divisé par I2. Également, pour un transformateur parfait, les puissances actives ne varient pas, P égale à PD. Les puissances réactives sont aussi constantes, ainsi que les puissances apparentes ne changent pas. Au niveau du transformateur réel, là, on prend en compte les pertes magnétiques, les pertes Joule, E, le P1, la puissance au primaire, est égale à la somme des pertes plus la puissance au secondaire, P2. Voilà. Maintenant, vu que les pertes, c'est seulement les pertes fer et les pertes Joule, donc P1 égale à perte fer plus P Joule plus le P2. Et pour un transformateur réel, le rapport de transformation petit m est égal toujours au nombre de SPI secondaire divisé par le nombre de SPI au primaire, égal encore égal à U de 0, attention à vide, divisé par U1, attention au primaire. Nous allons maintenant voir la formule de Bouchard. Ici, la formule est U1, attention aux bornes de l'enroulement primaire, égale à 4,44, multiplié par la fréquence, multiplié par le nombre de SPI au primaire, multiplié par B max, multiplié par S, la surface. Donc, nous allons essayer de démontrer cette formule. Ici, nous savons que le U1 est égal à E1. En fait, qui est encore égal à N1 D de flux sur D dt. Or, le flux est égal à B multiplié par S, ce qui signifie que le U1 égale N1 multiplié par la dérivée de B S sur D dt. B, le S est un variable, donc on peut faire sortir le S. On a U1 qui fait N1 multiplié par S multiplié par D dB sur D dt. Or, le B, ça fait B max sinus de oméga t. Ce qui veut dire que le U1 ici, ça fait N1 S, la dérivée de B, B max oméga cosinus oméga t, car la dérivée de sinus ça fait cosinus, et puis on fait sortir le oméga. Ici, nous avons oméga qui fait 2πf, oméga 2πf N1 S B max cosinus de oméga t. Là, c'est le U1. Ok. Pour avoir la valeur maximale de U1, il faut que notre cosinus oméga t soit égal à 1. Prends une valeur maximale. C'est-à-dire U1 max est égal à 2πf N1 B max cosinus oméga égale à 1. Oméga t égale à 1. Okay. Or ici, le U1 ici, c'est U efficace. Attention, efficace. Or, le U1 efficace égale à U1 maximal divisé par racine de 2.
Donc, le U1 sera égal à 2pi sur racine de 2 F N1 B max multiplié par le S. Voilà. Quand on divise 2pi sur racine de 2, on a U1 qui fait 4,44 multiplié par F multiplié par N1 multiplié par B max multiplié par le S. Voici la formule de Buchla. Voilà. Ici aussi, on a le B max est égal à le flux max sur S. Donc, on peut remplacer le B max par le flux max sur le S. À présent, nous allons voir le modèle équivalent d'un transformateur réel. Ok, ici, un modèle du transformateur réel. Ici, nous avons la tension au primaire, le R primaire, le L1 primaire, et puis la tension secondaire, R2, L2, RF, et puis le Lm. Avec le R1, la résistance de l'enroulement primaire, R2, la résistance de l'enroulement secondaire, le L1, l'inductance de fuite au primaire. Souvent dans les exercices, le représente par le X1, le L2, l'enroulement de fuite au secondaire, fait X2, le RF, résistance qui modélise les fers, plutôt, le RF modélise les paires de fer. Le Lm, c'est l'inductance magnétisante, souvent noté X M. Ok, ça c'est un modèle équivalent du transformateur réel. Maintenant, nous allons passer aux essais. D'abord, l'essai à vide. Ici, voici un montage avec les appareils de mesure. Ici, on a un ampèremètre, un wattsmètre, un voltmètre et puis un voltmètre. Cet ampèremètre permet de mesurer I1 0, ce wattsmètre P1 0, ce voltmètre le I1 nominal, et puis ce voltmètre, attention, à vide et l'enroulement secondaire. Il faut noter que à vide, le I2 est égal à 0. I2 est égal à 0. Maintenant, la puissance mesurée par le wattsmètre sera U1 nominal multiplié par le I1 0 multiplié par cosinus phi. Cosinus phi. Le phi, c'est le facteur de puissance à vide. Ici, la puissance ici, c'est une puissance qui est active. Donc, ça fait U fois I multiplié par le cos phi. Maintenant, vu que lors de l'essai à vide, le I2 est égal à 0, c'est-à-dire la puissance à vide est encore égale au paires de fer. Puissance à vide égale au paires de fer. Lors d'un montage à vide, les paramètres qu'on peut calculer, nous demandons de calculer, c'est le RF et le XM. Voici quelques formules. À vide, la puissance à vide est égale à la tension primaire nominale au carré divisé par le RF. C'est-à-dire ici que notre RF est égal à la tension primaire nominale élevée au carré divisé par le P1, 0, la puissance à vide ou bien les paires de fer. Également, le XM est lié à cette formule. La puissance réactive à vide est égale à la puissance de l'enroulement primaire au carré divisé par le XM. Ici, on a le XM
qui fait, attention, au bord de l'enroulement primaire nominal au carré divisé par la puissance réactive vide. Ici, le rapport de transformation, ça fait U de 0 divisé par, attention, au bord de l'enroulement primaire nominal, U1 nominal. Parlant ici de paix de fer égale à P1, la puissance à vide, moins le R1 multiplié par le I10 au carré. Ici, le I1, le R1 est différent de 0. Ici, nous savons que P1, d'abord, ça fait la paix de fer, c'est-à-dire paix de fer plus la paix joule plus P2. Or, lors de l'essai à vide, le I2 est égal à 0, c'est-à-dire le P2 qui fait I2 multiplié par V2 multiplié par cosinus phi est égal à 0. Ici, égal à 0. Donc, le P1 est égal à P de fer plus P de joule. Comme c'est à vide, on ajoute un 0 ici, pour montrer que c'est l'essai à vide. Maintenant, les P de joule. Au niveau de l'enroulement secondaire, étant donné que le I2 est égal à 0, donc le R2 multiplié par le I2 aussi, au carré, ça fait 0. Donc, les paires de joule doivent exister seulement au bord de l'enroulement primaire. Donc, on aura le P10, ça fait les paires de fer plus les paires de joule au bord de l'enroulement primaire, c'est-à-dire R1 multiplié par le I1 au carré. Donc, si on tire le paire de fer, P10, c'est-à-dire que le paire de fer est égal à P10 moins R1 I10 au carré. Si on ne néglige pas, si l'exercice ne nous demande pas de négliger le R1. Si dans l'exercice on nous demande de négliger le R1, en ce moment, le paire de fer égale à la puissance à vide, à P10. Si R1 égale à 0. Ok. Nous avons également le RF. Le RF ici, de façon résumée, comme je l'avais dit ici, ça fait la puissance U1. Excusez, l'attention U1 nominal au carré divisé par P1, 0. Et puis le ISM, j'ai repris la même chose pour un résumé. Ok, ici on peut essayer de tracer un triangle. Ici, donc on aura ici le phi, ici la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. Donc, nous avons ici tangente phi, je vais calculer tangente phi à vide. Ça fait côté opposé divisé par le côté adjacent. Côté opposé, c'est-à-dire Q à vide divisé par le côté adjacent. Adjacent, c'est P. Donc, ce qui nous permet de dire que notre puissance réactive à vide est égale à P multiplié par tangente phi 0. Également, lorsqu'on tire cosinus phi 0, ça fait côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, cosinus phi 0, ça fait P 0 divisé par le S. Or, nous savons que le S est égal à U1 nominal multiplié par I1 0. Ok. Nous allons passer maintenant à l'approximation des caps. Ok. Là, on nous demande de négliger le I10 par rapport à I1. C'est-à-dire
le noyau de l'enroulement doit être négligé. Donc on aura seulement ce schéma. Attention, primaire, le R1, le X1, le X2 et le R2 seulement. Ici, les pertes joules, ça fait les pertes joules au primaire plus les pertes joules au secondaire. Donc les pertes joules sont occasionnées par la résistance R1 et R2 seulement. Donc, or, les pertes au niveau de R1, ça fait R1 multiplié par le I1 au carré. Ici, on a R2 multiplié par le ID au carré. Or, vous savez que le I1, ça fait M multiplié par I2. Ici, vous savez que le M, ça fait I1 divisé par le I2. Donc ici, on peut remplacer le I1 par MI2. MI2 au carré. Plus R2, ID au carré. Donc en factorisant par le ID au carré, on obtient les pertes joules égales à le M carré multiplié par R1 plus R2, le tout multiplié par I2 au carré. Maintenant, parlons des résistances ramenées au primaire. Donc ici, on peut essayer de ramener le R2 au primaire. Donc ici, le système est que si on essaie de ramener un élément de l'enroulement secondaire au niveau de l'enroulement primaire, on le divise par le M au carré. Donc, le R ramené au primaire, ça fait d'abord le R1, parce que le R1 est là, plus l'élément qu'on a ramené au primaire sur M carré. Donc, R1 plus R2 divisé par M carré. La même chose au niveau de XT. Donc, on peut ramener ce X2 au niveau de l'enroulement primaire et essayer de les additionner. Donc, d'abord, on aura le X1 plus l'élément à ramener divisé par le M au carré. Là, c'est pour ramener un élément de l'enroulement secondaire à l'enroulement primaire. On le divise par M au carré. Donc, ici, on peut facilement calculer le Z ramené au primaire. Ça fait le RP au carré plus le XP au carré, racine. Ok. Également, on a la possibilité aussi de ramener les éléments de l'enroulement primaire au niveau de l'enroulement secondaire pour essayer de faciliter vraiment les choses. En ce moment, concernant les résistances, donc si on ramène le R1 au niveau du R2, le système, c'est que on garde le R2 plus la résistance R1 multiplié par le M au carré. Voilà, si ce n'est plus la division, mais c'est le produit. Donc, le X est aussi, on peut le ramener au niveau de l'enroulement secondaire. Donc, ça fait d'abord X2 qui est là, plus le M carré X1. Donc, le Z ramené au secondaire, c'est la racine carrée de RS au carré plus le XS au carré. Donc, ça, c'est façon résumée l'approximation des cas. Bon, si on y va au niveau de court-circuit, les essais en court-circuit. En court-circuit, c'est ici, au niveau de l'enroulement secondaire. Donc, on essaie de lier ça par un fil en court-circuit. En ce moment, la tension U2 devient 0. E, le ZS sera égal à le M U1 en court-circuit divisé par le I2 en court-circuit. Le RS, ça fait P1 en court-circuit divisé par le I2 au carré en court-circuit. Et puis le rapport de transformation sera toujours le I1CC divisé par le I2CC. Nous allons terminer par le calcul de rendement qui est assez important. D'abord, le rendement, c'est le rapport de la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Donc, on a PD divisé par P1. Maintenant, pour trouver P2, dans certains exercices, il faut d'abord trouver le U2, parce que P2, ça fait U2 multiplié par U1, U2, I2 multiplié par le cosinus phi 2. Maintenant, pour trouver le U2, on peut recourir à cette formule qui dit que le delta U est égal à la tension
Bon, le déroulement secondaire, on va le laisser à vide, moins le U2. Or, le delta U2 est égal à RS, c'est-à-dire la résistance ramenée au secondaire, multiplié par I2, multiplié par le cosinus phi2, plus le IS ramené au secondaire, bien sûr, multiplié par I2 plus par sinus phi2. Donc, une fois calculé le delta U2, on tire le U2. Le U2 qui fait U de 0, U de 0, moins delta U2. Donc, lorsqu'on a U2, on vient d'appliquer ça pour trouver le P2. Si on a le P2, donc on calcule le rendement. P2 divisé par P2 plus P de fer plus le P de joule. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle.